À un moment, tu deviens en fait une personne nomade. Et c'est du coup, c'est pas une vie bizarre, c'est juste une vie différente, tout simplement. Et c'est du coup une vie où il y a des hauts et des bas, où on peut avoir beaucoup d'anxiété, où on peut avoir beaucoup de fatigue, où on peut avoir des moments de nostalgie ou des moments où on se sent triste, parce qu'automatiquement, ok, on vit quelque chose qui est magnifique et qui nous plaît, mais on est quand même loin de notre famille, etc., ou de nos proches, de nos amis. Et ça peut aussi, ça, être difficile à vivre pour certaines personnes. Attends, je t'attends, on part. Hello hello, bienvenue dans ce 61e épisode de Chronique de voyage, le podcast qui te montre la réalité du voyage. Moi, c'est Alban, ton hôte, et je suis tellement heureuse de te partager cette discussion que j'ai eue il y a quelques mois avec Gwenaëlle, une psychologue nomade. Aujourd'hui, tu vas avoir vraiment de l'immersion complète. Moi, j'étais en direct de Martinique, elle du Guatemala, deux endroits plutôt bruyants. Donc, il y a pas mal de voitures, de chiens, d'animations derrière nous. Ça va te mettre dans l'ambiance. Et cette conversation, elle est vraiment à mettre dans les oreilles de tous les voyageurs au long cours et de leurs proches qui peuvent parfois ne pas vraiment comprendre leur vadrouilleur préféré. Alors, joue le jeu. Partage cet épisode, que ce soit avec tes voyageurs préférés, avec tes proches. C'est toi qui vois, mais partage. Je te garantis que cet épisode, c'est pépite. La richesse de cette conversation, elle vient aussi du fait que Gwenaëlle, elle porte deux casquettes, celle de psy et celle de nomade. Et c'est avec ces deux prismes que tu vas nous entendre échanger sur le fait de ne pas aller bien en voyage, sur la culpabilité que ça peut engendrer, la pression sociétale, les phases de lune de miel, les phases de confrontation, l'empowerment grâce au voyage en solo, la santé mentale et encore beaucoup de sujets importants. Alors je t'en dis pas plus, je te laisse écouter. Hello hello, salut Gwen, bienvenue sur Chronique de voyage. Merci, coucou à toi, et merci de m'accueillir ici du coup. Avec plaisir. Aujourd'hui, tu nous parles en direct du Guatemala, c'est bien ça? C'est ça, effectivement. Ça va faire 1 an et demi du coup que je suis en expatriation au Guatemala. Génial. Tu veux bien un peu te présenter? Alors, on t'a déjà entendu dans l'épisode collaboratif sur ce que le voyage représente pour toi. Mhm. Tu as été une des premières à te prêter au jeu et à me laisser un message vocal. Effectivement. Mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, tu veux bien expliquer qui tu es? Ouais, bien sûr. Moi du coup, alors c'est Gwenaëlle Tingleo, je suis psychologue nomade et en gros, j'ai commencé en 2019 à faire un voyage en sac à dos qui a duré au final 2 ans et demi. Et pendant ce voyage-là, je me suis rendu compte que, en fait, voyager de manière générale, que ce soit en tant qu'expat, en sac à dos, etc., et c'était beaucoup plus difficile mentalement que ce que je pensais au départ. Et j'ai pu voir que justement, il y avait beaucoup de personnes qui avaient du mal, etc. Et du coup, après mes 2 ans et demi de voyage, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans. J'avais déjà fait des études de psycho au préalable. Et après, je me suis dit, en fait, je me rends compte que déjà, moi, j'adore voyager, donc c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Et en plus, j'aimerais du coup beaucoup aider les personnes qui voyagent en expat, etc., à pouvoir aller mieux, pour pouvoir s'épanouir pleinement. Parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, on parle pas assez de ce côté-là. Mais clairement, et c'est pour ça que je voulais te recevoir aujourd'hui, parce qu'on a papoté un petit peu, puis une des choses qui est venue, c'est que on a l'impression en fait qu'on n'a pas le droit de pas aller bien quand on voyage. Et c'est un sujet mais tellement important. Donc quand on a commencé à en papoter, je dis attends, on s'arrête là la conversation et on enregistre cette conversation s'il te plaît. Donc c'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. C'est totalement ça. En fait, c'est vrai que c'est assez impressionnant, je trouve, à quel point on peut avoir une pression dont on se rend pas forcément compte quand on commence à voyager. Et que ce soit pareil, en voyage en sac à dos ou en expat, il y a un peu ce côté-là de le voyage, c'est les vacances, même si c'est du long terme. Et du coup, vacances égale vie de rêve, égale c'est super facile, alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus de choses qui se passent derrière. Oui, puis en fait, ça devient le quotidien. Je pense que c'est ça l'aspect que les personnes n'arrivent pas à comprendre. C'est qu'effectivement, ces personnes qui te disent « mais tu peux pas aller pas bien parce que tu es en voyage », elles, c'est l'exception, c'est les vacances. Mais elles n'arrivent pas à réaliser que toi, c'est ton quotidien, en fait. Exactement, à un moment, tu deviens en fait une personne nomade. Et c'est du coup, c'est pas une vie bizarre, c'est juste une vie différente.
tout simplement. Et c'est du coup une vie où il y a des hauts et des bas, où on peut avoir beaucoup d'anxiété, où on peut avoir beaucoup de fatigue, où on peut avoir des moments de nostalgie ou des moments où on se sent triste, parce qu'automatiquement, ben, ok, on vit quelque chose qui est magnifique et qui nous plaît, mais on est quand même loin de notre famille, etc., ou de nos proches, de nos amis. Et ça peut aussi, ça, être difficile à vivre pour certaines personnes. Oui, on le voit. Je sais pas après toi si tu le vois souvent, mais moi j'ai l'impression que ça se ressent particulièrement pour les événements. Tu vois, par exemple, Ouais. je sais pas, tu peux pas aller au mariage d'une amie parce que tu es au Laos à ce moment-là et que ça coûte trop cher de prendre un vol pour venir assister au mariage. Et on a l'impression que tu peux pas être triste de louper le mariage parce que tu es en train de vivre ta meilleure vie au Laos. C'est ça. J'ai aussi souvent ça pour la période de Noël, du coup. Ouais. Les personnes qui, au final, ok, elles ont des expériences magnifiques à l'étranger, mais du coup, Noël, c'est quand même, surtout du coup, dans notre culture en France, c'est quand même un moment super important pour beaucoup de personnes, très familial, où on se retrouve, etc. Et ça peut être dur dans ces moments-là d'être à l'étranger, en fait. Parce qu'on n'a pas forcément ses proches, parce qu'on n'a pas forcément ses repères non plus. Et ça peut aussi être difficile. Et c'est tout à fait normal que ce soit difficile aussi, tout simplement. Et oui, parce qu'on est des êtres humains, on a envie aussi d'être avec notre famille. C'est ça, c'est ça. Et je trouve que parfois on peut oublier ça. Et dans les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de fois où peut y avoir, elles peuvent ressentir de la culpabilité en fait. De se dire, ah bah voilà, je vis tout ça, c'est magnifique, mais mes proches à la maison, ils font pas forcément des choses extraordinaires, ou là je pourrais être avec mes proches, mais je choisis ça. Alors qu'en réalité, elles ont le droit en fait de choisir ce qu'elles veulent Mais c'est important ce que tu dis, la culpabilité. et d'avoir ce mode de vie-là. Ouais. Ah, c'est vraiment important. Tu le ressens, toi, beaucoup, justement, dans les personnes que tu accompagnes. C'est quelque chose qui revient énormément, cette culpabilité. Oui, oui, ça arrive souvent. Ça peut être, ça peut être du côté de la famille, notamment par exemple quand on a des neveux et nièces, on les voit pas forcément grandir, grosse Oui, je culpabilité par rapport à confirme. ça. Et ça peut être aussi au niveau de l'amitié. On a des meilleurs amis automatiquement, même si on reste très proche avec eux, la relation est quand même différente de quand, par exemple, on est en France, on les appelle et en 5 minutes, on est chez eux. Là, on a un pays, un continent parfois entre les deux personnes et du coup, ça peut être compliqué aussi d'avoir l'impression de ne pas être là pour l'autre personne. Bien que, en fait, il y a d'autres manières d'être là. C'est juste un changement et une adaptation à avoir. Et justement, là, est-ce que tu aurais des petits conseils sur comment faire pour pas se sentir coupable dans ces cas-là, en fait, et d'accepter qu'on peut ne pas aller bien et pas se dire j'ai pas le droit. Je pense que déjà, ce qui aide énormément, je trouve, c'est que c'est vraiment aussi de partager ce qu'on ressent avec d'autres voyageurs, d'autres expats. Parce que du coup, les personnes qui peuvent le plus le comprendre, c'est des personnes qui vivent la même chose. Et ça fait du bien d'avoir un peu ce côté communauté qu'on va pas forcément avoir quand on parle de ça aux personnes qui restent du coup en France. Parce qu'elles vont potentiellement moins comprendre. Donc pouvoir parler à d'autres personnes, pouvoir se dire ok, en fait c'est pas anormal, il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, déjà ça fait du bien. Et ensuite, ce que je pourrais conseiller aussi, c'est vraiment de, même au préalable, mais à chaque fois d'être dans la communication en fait avec ses proches, de pouvoir leur dire ok, j'ai décidé ça, mais vous me manquez, mais je vous aime, mais ça veut pas dire que j'en ai rien à faire de ma vie là-bas. Au contraire, c'est juste que là, je pense à moi, mais ça veut pas dire que vous n'existez pas. Ouais, c'est important. Et tu vois, là, ce que tu disais de se rapprocher d'autres voyageurs, moi, là, ça m'a fait penser à mon dernier Noël. Parce qu'on était du coup, j'étais encore en couple à ce moment-là. On était sur Saint-Sébastien et en fait, à la base, avec mon ex, on ne voulait pas rester là parce que ça faisait déjà un moment qu'on y était. Et en fait, on s'est dit, mais si on part maintenant, ça devait être autour du 20 décembre, tu vois, qu'on voulait partir. On s'est dit, si on part maintenant, ça veut dire qu'à Noël, on est seul. Ouais. On s'est dit, non, on va rester. Là, on s'est fait des amis. Là, on était quoi, une petite... On était 5 ou 6 autres vannes, donc on s'était fait une petite exactement ce que tu décris là, hein, une petite communauté. Et au final, le jour de Noël, on
on était tous dans le même mood, on était tous partagés à on s'est bien habillés, on a tous préparé à manger pour le fêter ensemble, mais tous en même temps à appeler nos proches et à se dire qu'il nous manque, tu sais, on était vraiment dans le même état d'esprit, donc c'est hyper important et agréable. Ouais, c'est exactement celui de se sentir compris, que t'es pas le seul à vivre ça, qu'il y en a d'autres et que c'est normal, encore une fois. Un autre truc aussi qui est important, je trouve, c'est que parfois aussi, il faut juste accepter d'être triste. On va souvent avoir ce côté de je me sens triste, je devrais pas, c'est pas normal, et repousser ça. Alors qu'en fait, comme tu le disais tout à l'heure, on est humain, donc on a des émotions. La tristesse en soi, c'est pas. En fait, c'est ça aussi qui est super important et qu'on sait pas forcément, mais les émotions en elles-mêmes sont pas négatives. De base, c'est un signal qui est envoyé à notre cerveau pour certaines raisons. Et la tristesse, c'est justement ce qui nous permet de pouvoir tourner la page sur quelque chose. Donc justement de faire le deuil de quelque chose, etc. Ou d'une situation, de quelque chose qui nous touche. Et c'est super important de pouvoir accepter cette tristesse-là et de la faire sortir, soit en pleurant, soit pour certaines personnes ça va être passé par l'écriture, par le dessin, par aller se balader dans la montagne et juste être un peu en communion avec ce qu'il y a autour d'eux, faire de la méditation, etc. C'est important d'en parler. C'est vrai qu'on a, comme tu le dis, mais même au-delà du voyage, en fait, dans la vie de tous les jours, on a un peu associé la tristesse à une émotion, on va dire, négative. Ouais. Alors que non, pas du tout. C'est une émotion, c'est tout. Elles sont toutes là pour une raison. Totalement. Totalement, et elles sont très utiles. C'est comme, moi j'aime beaucoup parler de ça aussi par rapport à la peur comme émotion. Ouais. Parce que pour le coup, beaucoup de personnes vont se dire, bah si j'ai peur, en fait, c'est pas une bonne émotion et c'est pas un truc à avoir. Alors qu'en fait, pareil, la peur, ça sert à quelque chose. De base, ça nous prévient d'un danger. Le problème pour moi, c'est pas d'avoir peur, c'est d'être submergé par la peur, ce qui est pas pareil, pour le coup. Oui, il y a une grosse nuance entre les deux. C'est ça. Avoir peur, c'est juste du coup se dire, ok, avoir ce petit stress qui peut nous aider pour, par exemple, en voyage, je pense que ça nous est tous arrivé de pas trop savoir où on va, on a le petit stress, mais du coup, ça nous aide à, ok, nous poser, regarder quoi faire, où aller, etc. Mais il peut y avoir la peur de, attaque de panique, où là, vraiment, on se laisse submerger par tout ça. Et là, par contre, là, ça devient difficile et négatif, je trouve. Mais ça aussi, tu vois, c'est parce que là, on parle de c'est ok de ne pas être bien en voyage, mais la peur aussi, je pense qu'il faut aussi en parler. Tu vois, c'est ok si tu te laisses envahir par la peur à un moment donné, si tu as besoin de la ressentir pleinement. Si tu fais une crise de panique, ça arrive. Ça peut t'arriver n'importe où dans le monde et c'est pas plus grave ou moins ok que ça t'arrive à l'autre bout du monde ou chez toi, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et encore une fois, c'est important de... En fait, je pense que dans notre société, on passe vachement par l'intellectualisation et moins par le ressenti de nos émotions, etc. Et à cause de ça, on va souvent se dire, en fait, une émotion, je la ressens, mais je la mets de côté et je l'oublie. Alors qu'en fait, non, ça fait juste s'accumuler. Et c'est pour ça que parfois, justement, on a des attaques de panique ou des trucs comme ça. C'est juste qu'on a tellement accumulé de stress ou même de frustration, de tension, etc., que ça va exploser à un moment. Et je trouve que justement, dans les situations de voyage, il y a tellement ce côté de, tu sais, d'adaptation en permanence, de devoir parler une autre langue, de pas savoir où aller, etc., que très facilement, en fait, on peut avoir cette explosion. Ouais, clairement. Et là, tu vois, j'ai préparé moi un épisode, je l'ai déjà enregistré, je sais pas encore quand il sera diffusé, probablement avant notre échange, mais c'est pour parler de la fatigue en voyage, parce que je trouve que c'est aussi une des choses où on n'en a pas conscience. Et effectivement, ça rejoint complètement ce que tu dis, le fait de devoir réfléchir dans une autre langue, de peut-être apprendre une autre langue, d'être toujours dans la découverte, dans la nouveauté. Mais en fait, c'est beaucoup. Et ton corps, c'est pour ça que j'en reviens là à ce que tu dis avec la peur, en fait, ton corps, il est en alerte. Il est en alerte, il est sur le qui-vive en permanence. Et il y a un moment, forcément, tu vas devoir relâcher. Tu peux pas tenir comme ça. Alors, si tu pars 1 semaine, 2 semaines, oui, peut-être. Si tu pars plus longtemps, probablement pas. Tu vas devoir évacuer d'une certaine façon. C'est exactement ça. Et justement, c'est intéressant que tu en parles parce que la fatigue,
que ce soit physique, mais du coup surtout mental. On oublie parfois que la fatigue, c'est pas que physique, c'est mental aussi. C'est une des problématiques que je retrouve souvent dans mes accompagnements en fait. Des personnes qui vont venir me voir et me dire voilà, ça fait 1 an et demi que je voyage et je sais pas pourquoi, je me sens vachement irritée et tendue, pourtant tout va bien, je fais tout ce que je veux, etc. Et quand je leur demande ce qu'ils font dans la journée, ils vont me dire je me lève à 7h du matin, après je vais visiter ça, et puis après quand j'ai fini de visiter, je pars, comme j'ai rencontré des gens, on va en soirée, et après là, dans 3 jours, je vais dans cet autre endroit, et après dans cet autre endroit, et ouais, c'est fatigant en fait. Tu m'étonnes, je suis déjà fatiguée, rien qu'à t'écouter là. Ouais, non mais on est d'accord. Et je trouve qu'on oublie très facilement, et ça va dans ce côté de les voyages, c'est la vie de rêve, donc on n'a pas le droit d'être triste ou ce genre de choses. Il y a un peu aussi ce côté de, comme t'es en voyage, t'es obligé de faire des choses. Ah ouais. Sinon, tu gâches ton voyage, entre guillemets. Ça, c'est une mentalité, moi, qui me dérange profondément. Et j'essaye d'aller contre parce que, effectivement, non. Que tu aies envie, oui, tu pars un week-end, tu as envie de voir tout ce qu'il y a à voir dans la ville. Je peux le comprendre. Maintenant, tu pars et c'est ta vie qui est faite de voyages où tu pars peut-être quelques mois. Non, tu peux pas tout faire. Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu fais en plus de ton travail? Est-ce que tu vas voir tes potes, aller à la salle de sport, visiter un musée le même jour? C'est clair. C'est clair. Et justement, il me semble que tu en avais parlé dans un de tes podcasts du slow travel. Ouais. Ou quelque chose comme justement ce côté de prendre son temps pour voyager. Et je trouve que c'est super important. Parce qu'on peut vraiment, sans s'en rendre compte, se mettre une pression de je suis dans un nouveau pays, donc il faut que. Alors qu'en réalité, il faut que rien. Si on veut juste s'allonger sur le sable pendant toute une journée, on a le droit. Il n'y a pas de... Mais oui. Il n'y a pas de règles ou autre. Ou même, j'ai envie de dire, même si tu as envie de t'enfermer dans ton auberge de jeunesse, sous ta couette, devant Netflix, mais fais-le. C'est pas parce que tu es à l'autre bout du monde qu'on va te reprocher de passer une journée Netflix, quoi. Justement, je me rappelle quand j'étais... je crois que ça devait faire 5-6 mois que je voyageais. J'étais en Malaisie. Et je venais de passer 2 semaines avec un groupe de personnes, donc génial, parce qu'on avait fait plein de choses, etc. Mais vraiment, le premier truc que j'ai fait quand je suis partie de ce groupe-là, c'est que j'ai pris une auberge de jeunesse, mais où on pouvait avoir des chambres individuelles. Et ma première journée, je suis vraiment juste restée dans cette chambre-là. Ouais. Bien, je suis sortie pour manger, quoi. Ouais, normal. Mais j'ai même pris à emporter pour après manger dans ma chambre. Et ça m'a fait un bien fou, parce qu'en fait... c'est là où du coup j'ai commencé à me rendre compte que en fait oui, on peut facilement tomber dans la fatigue en voyage. Et si on s'écoute pas, si on se stoppe pas, et c'est là où on va être à fleur de peau, on peut être très en colère alors qu'on se dit pourquoi je suis en colère d'un coup comme ça alors que c'est pas normal, ou avoir un moment où tout va bien et d'un coup on sent une énorme tristesse mais sans comprendre pourquoi. Tout ça c'est parce qu'en fait on est fatigué. Mais mentalement du coup. Oui, puis ça, c'est pareil, dans notre société, on parle peu de la fatigue mentale, donc on n'a pas conscience que ça peut arriver. Ouais, totalement. Et comme tu le disais, en voyage, c'est très facile d'être fatigué mentalement parce que nouvelle langue, parce que adaptation constante, parce que les transports, et être dans un transport, ok, on est assis pendant des heures, mais c'est fatigant. Oui. Et on a tous eu des galères de transport. Et puis les transports en Amérique du Sud ou en Asie. C'est super fatigant. Et même rien que... Pareil, le côté d'être dans un endroit où il y a énormément de monde, ça aussi c'est fatigant parce que ça prend de l'énergie en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu sais expliquer, ça, ce phénomène justement de quand tu as du monde autour de toi, que ça te fatigue? Parce que c'est quelque chose qui m'intrigue. Moi, je le ressens énormément. Mais je t'avoue que c'est un peu obscur, j'ai du mal à le comprendre. Je sais que c'est le cas, mais quand j'en parle aux gens, ils me disent « mais non, c'est pas possible ». Et du coup, j'aimerais bien essayer, comprendre ce phénomène, en fait. J'ai pas de trucs scientifiques précis, ouais. Mais je pense que, déjà, il y a une chose de... Les personnes sont en mouvement, donc même si on n'est pas là consciemment à regarder chaque personne, on a quand même une vision périphérique, etc. Donc on est quand même sur... Tu parlais tout à l'heure de qui-vive, ce côté d'hypervigilance en fait. Encore plus, je trouve, dans un endroit non familier.
Donc Ouais. voilà, et quand il y a beaucoup de monde, il y a un peu ce côté-là de on sait jamais, on regarde, encore plus, nous sommes des femmes dans On ce est genre de d'accord. choses. Voilà, l'hypervigilance, plus. Et après, pareil, il y a le côté de les gens passent et bougent, mais ils parlent aussi, parfois. Donc il y a aussi ce côté-là de même si on fait pas vraiment attention à ce que dit la personne, c'est quand même un son qui vient. On est quand même à une oreille qui traîne. Exactement. Et comme en plus, à l'étranger, on va pas forcément comprendre, même si, encore une fois, c'est pas conscient, on a quand même ce réflexe d'essayer de décrypter un petit peu. C'est hyper intéressant. Et ça fait tellement de sens, effectivement. Oui, puis tout ça mis bout à bout, ça t'épuise, c'est clair. Ouais. Et C'est puis clair. après, tu peux ajouter le temps, tu sais, le climat, Ouais. la chaleur, le froid, s'il pleut pas, ta fatigue à toi de base ou non. Parce qu'il y a ça aussi, tu vas être beaucoup plus sensible si déjà t'étais fatigué. Ouais, c'est clair. Et tu vois, ce que tu dis aussi quand tu reprenais le qui-vive, ça m'a fait penser pendant que tu disais à une conversation ici en Martinique. J'ai rencontré un autre voyageur qui, pareil, en fait, vient se poser un petit peu en Martinique quelque temps avant de repartir en vadrouille. Et on était posé dans un bar. Et je lui disais, mais on parlait en fait de ça. Et je lui disais, mais là, tu as conscience que, regarde où moi je me suis placée. Je me suis placée contre un mur. J'ai une vision périphérique. Je vois absolument qui peut rentrer à tout instant. Mon sac, mon argent, mon téléphone, je sais où ils sont à chaque seconde. Mon verre, j'ai beau avoir regardé dans tous les sens, discuté, il n'y a pas une seule seconde où je ne sais pas ce qui se passe avec mon verre. C'est ça. Et ça, c'est de l'hypervigilance. Et je lui dis, mais ça, c'est tout le temps en fait. C'est tout le temps. Bah ouais, non mais clairement. Et c'est ça qui est fatigant au final, Oui. même si c'est automatique. J'ai apparemment mon chien qui veut participer. Il a quelque chose à dire là-dedans. Il est en train de dire, moi je te c'est protège, ça. t'as pas besoin d'être en hypervigilance. Le mien aussi pour C'est ça. ça, exactement. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, et c'est vrai que je pense que tout ça, ça du coup, ça joue sur la fatigue mentale qu'on va avoir, d'où l'importance d'avoir des moments de repos, dormir plus, d'avoir des moments où on est seul aussi, même si pour certaines Oui. personnes, ça peut faire peur d'être seul. Ouais. Ah bah oui, c'est impressionnant, mais c'est tellement, tellement important. Et le jour où j'ai compris ça, que j'avais besoin de mes moments de solitude, moi, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a changé la vie. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est impressionnant à quel point, quand on commence à le faire, on se rend compte après à quel point on en avait besoin réellement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que oui, tu es heureuse de rencontrer des gens, mais ça n'empêchera pas ton bonheur de passer 2 heures toute seule, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que c'est tellement nécessaire aussi quand on a une vie où justement on est en train de s'adapter en permanence, on est en train de découvrir de nouvelles choses, parler à de nouvelles personnes, etc. Parce qu'automatiquement, on engrange tellement d'informations différentes qu'en fait, si on se pose pas, bah ça fait que, d'ailleurs, ça participe aussi à la fatigue mentale, mais c'est ce côté, ça fait que augmenter. Moi, j'ai des petits rituels comme ça que j'ai commencé à avoir quand je voyageais en sac à dos, où quand je sentais que j'avais eu quelques jours ou quelques semaines très intenses, je faisais toujours une rando toute seule. Ah, Donc je partais en rando comme ça si j'avais envie de parler toute seule, je parlais toute seule, c'était très bien. Et aussi dans la rando, il y a toujours un moment où je me calais et où j'écrivais dans mon journal de voyage. ok. Ah, c'est une bonne idée, ça. Dans le côté, ok, voilà tout ce qui s'est passé en ce moment, voilà un peu comment je me sens. Et des fois ça pouvait être, je pouvais commencer en me disant, je sais pas trop comment je me sens, mais il s'est passé ça, etc. Et franchement, ça m'aidait énormément à aussi m'ancrer sur le moment. Parce que je trouve que, surtout quand moi du coup en étant expat, parce que je reste à un même endroit, mais Oui. quand j'étais en voyage en sac à dos, ce côté-là de passer d'une ville à l'autre, passer d'un pays à l'autre, parfois ça va tellement vite qu'à un moment t'es en mode oula, mais en fait je suis qui, qu'est-ce que je fais, pourquoi? T'es totalement désorienté en fait. Mais clairement. Et est-ce que tu as dans les personnes qui viennent te voir justement des personnes qui ne se sont pas autorisées en fait à aller pas bien et qui aujourd'hui en arrivent à être peut-être dégoûtées du voyage ou qui ont envie de le stopper? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive?
Ouais, il y a des personnes qui vont venir me voir justement parce qu'elles me disent là, bah, c'est surtout des personnes du coup qui sont en expat et qui sont obligées de rester à cause du travail par exemple D'accord, et qui me ouais. disent ben là en fait vraiment j'en peux plus de ce pays, c'est pas possible, ça va pas du tout et c'est dur parce que je suis obligée de rester en plus. Ouais, il y a cette contrainte qui fait que t'as un attachement. C'est ça. Et et en même temps, justement, pour le coup, on voit plus ça avec ceux qui voyagent en sac à dos. C'est que les personnes, au début, elles vont arriver dans un pays et dès qu'elles se sentent pas trop bien, elles vont partir. Elles vont changer de pays. Ouais, Et en se disant, je dis ça parce que moi aussi je l'ai vécu, hein, au début justement de mes ouais. voyages, en se disant, bah, c'est juste que j'ai tout vu dans le pays, je pense que ça m'a apporté tout ce que ça pouvait m'apporter, donc j'ai plus rien à faire ici, je passe dans un autre pays. Alors que ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, Ouais, on a des phases d'adaptation quand on arrive dans un pays. ouais. Et l'une des phases, c'est ce qu'on appelle la phase de confrontation. Donc on a le choc culturel, où on commence à se sentir pas forcément bien, etc. Et c'est une phase dont on a besoin pour ensuite pouvoir vraiment s'adapter à un pays, pouvoir se vraiment s'ancrer quelque part et s'ajuster en fait à l'endroit où on est. Et du coup, si je suis ta logique pour bien comprendre, donc la première phase, j'imagine, c'est le côté un peu lune de miel, où c'est tout beau, c'est Exactement. tout rose, ah, c'est le plus beau pays du monde, c'est génial, waouh, tu t'émerveilles de tout. Et effectivement, quand on voyage, je pense surtout autour du monde, Ouais. ça, c'est une des raisons qui fait, enfin, ce que je disais dans l'épisode sur le slow travel, où je suis pas hyper fan de ce mode de voyage-là pour cette raison-là. Est-ce que ça fait que du coup, au final, bah, tu accumules ce fait de pas emmagasiner ton voyage, de pas accepter d'être pas bien, et derrière, tu te le prends de plein fouet, en fait. Exactement. Et aussi, ça augmente le côté un peu presque des réalisations. On dirait que c'est juste un rêve, etc. Parce qu'on prend pas le temps tu sais, ce qu'on appelle d'introspection. Ouais. Donc de se dire, ah, mais en fait, j'ai vraiment vécu ça, il s'est vraiment passé ça, parce qu'on passe de euphorie, euphorie à hop, euphorie, euphorie, euphorie. Et il n'y a pas de. Au lieu d'avoir une courbe, tu sais, à peu près normale qui à un moment se stabilise, Oui. on est toujours en hauteur. Oui, on a besoin. La vie, c'est pas pour rien que tu as le symbole du yin et du yang. Tu as besoin de l'obscurité Exactement. et de la lumière. Tu as besoin des deux. Tu peux pas être toujours en haut. Puis ça, j'imagine en plus qu'en haut, c'est là où ça t'épuise le plus, en fait, cet état d'euphorie. Bah ouais, t'as totalement raison là-dessus, clairement. Et ça, c'est vraiment ce côté-là où je trouve que c'est presque, on peut presque parler d'addiction pour le coup, parce qu'il y a ce côté-là de, tu sais, euphorie, donc dopamine, etc. Et aller dans un autre pays, c'est rechercher ça en fait. C'est hyper intéressant. Vouloir rechercher encore cette sensation de lune de miel, de machin. Sauf que, en fait, ça dénature aussi un peu ton voyage, parce que la réalité du truc, c'est que c'est pas comme ça. Quand tu vois que le côté euphorie, tu prends pas forcément en compte les réalités du pays dans lequel tu vas être. Parce que quand tu commences à te rendre compte de ça, tu pars. Clairement. Bah, tu vois, là, moi, ça me fait penser à la situation actuellement en Martinique. Parce que je sais pas si tu as suivi, ni si les gens qui écoutent ont suivi, mais en ce moment, en fait, c'est une situation un petit peu conflictuelle pour la Martinique. Je fais une petite explication du coup. Et donc, ça a commencé pour lutter contre la vie chère. Il est dit que la vie est en moyenne 40% plus chère qu'en métropole pour un SMIC identique, sauf que dans les faits, les tarifs, ils oscillent plutôt entre 130 à 200% de plus qu'en métropole. Ouah. Voilà, pour, je le répète, des salaires équivalents, un SMIC équivalent, parce que tu n'as pas énormément de travail au-dessus du SMIC en Martinique. Donc ça a créé, en fait, les gens en ont ras-le-bol. Et je discutais donc avec cette amie dont j'ai parlé un peu plus tôt, et on s'est dit, mais en fait, on se rend compte réellement, là, on découvre vraiment le pays. Alors là, c'est P-E-Y-I, comme ils disent en créole, le pays, le territoire, tu vois, martiniquais. Et on se rend compte qu'en fait, là, on a beau être en France, on ne connaît rien sur la situation en Martinique. Parce qu'on apprend qu'en fait, aujourd'hui, ce conflit, ces tensions et ces prix aussi élevés, ils viennent de la colonisation.
Ils viennent de la colonisation parce qu'aujourd'hui, en fait, les supermarchés et les transporteurs sont tenus par 5 familles békées. Les békés, ce sont des blancs descendants des colons. Et là, tu dis, waouh, mais en fait, tu vois, de vivre ce conflit, et ben, ça te permet de comprendre, en fait, l'endroit où tu es. Et je pense, je raconte tout ça, c'est pas pour moi, c'était vraiment lié à ce que tu disais, parce que je pense qu'effectivement, en fuyant un peu la difficulté quand on arrive dans un pays, ou j'ai envie de dire même une région, parce que j'imagine que ça peut te le faire même au-delà d'un pays. Des fois, ça peut être, enfin, je sais pas, tu es aux États-Unis, Bien sûr. tu passes de l'Utah ou du Texas au Texas, je pense que tu peux le ressentir aussi. Clairement. Et je pense qu'effectivement, le fait de ne pas s'autoriser à vivre cette période moins belle, et bah, tu vois pas la réalité, tu vois juste la carte postale. Exactement. C'est ça. Et tu te rends pas vraiment compte, en fait. Ouais. Et du coup, après, ça peut être des personnes qui... parce que c'est aussi une des problématiques que je peux rencontrer. Ça peut être des personnes qui, quand elles rentrent après en France, bon, déjà, rentrer, choc du retour, etc., de base, ça peut être compliqué. Mais là, en plus de ça, il y a le côté... Mais en fait, j'ai l'impression que c'était pas réel. Parce que il y avait ce côté de high tout le temps. Et c'est super dur après quand tu craches au retour. Ah bah c'est sûr. Et puis c'est aussi, tu penses que c'est aussi ça le côté de quand tu reviens dans ton pays et tu dis mais en fait mon pays c'est de la merde parce que t'es resté tellement sur ces highs, sur ces trucs géniaux que t'as vus que tu vois pas ce qu'il y avait de pas bien dans le pays, et dans ton pays au contraire tu vois plus que ça parce que là t'es en train de redescendre en fait. Bah c'est ça. Et puis t'as aussi le côté de... Quand t'es dans ton pays, t'as l'habitude de ce qui se passe. Et tu te rends pas forcément compte, en fait, de à quel point la culture a un impact sur ton comportement et ta manière de penser. Par contre, quand tu commences à voyager, et quand je dis voyager, du coup, bah ça peut même être, comme tu dis, il peut y avoir un choc culturel entre quelqu'un qui vient de la campagne et quelqu'un qui va dans la ville. C'est la même chose. Ah, clairement. Pour le coup, c'est deux cultures qui sont différentes, etc. Et il y a vraiment ce côté-là de, bah ouais, à un moment, quand on se rend compte de tout ce que la culture nous a inculqué, qu'on va voir ailleurs, qu'on voit que c'est différent, et qu'on revient, c'est dur de se prendre ça. Et du coup, est-ce que ça me faisait penser aussi les personnes qui justement voyagent plus pendant des courtes périodes pour leurs vacances, on va dire. Justement, elles n'ont pas ce côté pas bien. Et est-ce que ça peut être lié à ça, le fait de toujours avoir envie de repartir dès que tu as le moindre jour de libre effectivement, c'est difficile de retourner au travail après. Tu penses que c'est aussi lié à ce côté, tu es resté dans la phase lune de miel, tu n'as pas eu le temps de voir la... J'ai oublié comment tu appelais cette phase, cette deuxième phase. De confrontation. De confrontation. Tu penses que ça peut être aussi lié à ça, ce ressenti Je pense que c'est possible, mais que pour le coup, sur des moments de vacances comme c'est à court terme, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est aussi le côté cool de... je pense que c'est justement le côté cool de « Ok, j'ai bossé dur et je m'offre quelque chose de vraiment bien. » Voilà, c'est mérité et j'en profite pour le coup. Ok. Ah, c'est hyper intéressant. Mais du coup, c'est pareil, c'est pas parce que tu pars 2 semaines en vacances que t'as pas le droit de pas aller bien. Exactement. En fait, parce que ça peut arriver aussi que tu relâches la pression du travail. Et ça aussi, je pense que c'est même peut-être encore plus important parce qu'à mon avis, des personnes qui partent 1 ou 2 semaines, qui ont attendu ça toute l'année, le moment où elles n'ont pas envie de se lever du bord de la piscine, elles doivent vachement culpabiliser aussi, alors que non. Je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est dommage où... Parfois, en France, on a un peu ce côté de faut faire de la performance, quoi, même pendant tes vacances. Ce côté de t'es parti en vacances, du coup, t'as fait quoi? Et si tu dis je suis restée, par exemple, elle est dans la piscine, etc., les gens vont être déçus. Ouais. Mais c'est pas leur vie, c'est la tienne. Et c'est important de aussi, toi, quand t'as ce genre de réflexion, te rappeler. J'ai été comme ça parce que j'ai bossé 6 mois comme un malade, c'est normal que je me prenne une pause. Ouais, tellement. Ou le côté, tu sais, non, t'es pas vraiment parti, t'es pas bronzé. Ah oui, non mais ça... ça c'est génial comme truc. Ça, moi, je l'ai vécu énormément en étant naturellement blanche comme un cul. Là, aujourd'hui, tu me vois bronzée parce que ça fait 1 an et demi que je suis dans des pays tropicaux. Et je suis encore pas très foncée, on va le dire comme ça.
Mais quand je reviens de vacances, les gens ils disent « Ah bah t'as pas pu partir, hein, t'es aussi blanche qu'avant. » C'est pas un critère. C'est pas important. Non, c'est clair, c'est clair. Mais je pense qu'il y a beaucoup de côtés aussi de personnes qui aimeraient parfois voyager mais qui peuvent pas et qui du coup mettent beaucoup d'attentes dans le voyage d'une autre personne pour un peu vivre par procuration. C'est pas le cas pour tout le monde, qu'on soit d'accord, Oui. mais je pense que parfois, ça peut être le cas. C'est intéressant. Et tu penses que c'est un lien aussi avec ce côté de culpabiliser, de pas aller bien, parce que tu dis ouais mais il y en a d'autres qui ont envie, qui n'ont pas les moyens de vivre ce que je vis. Tu vois mon cheminement, je suis pas sûre d'arriver à mettre les mots dessus, mais est-ce qu'il y a un lien entre justement ces personnes qui un peu te balancent leur peur, leur frustration, parce que toi tu peux vivre ce qu'ils veulent pas, et que du coup toi quand tu le vis, tu dis je peux pas les décevoir en quelque sorte. Bah ouais, mais vraiment, je suis tout à fait d'accord. Et même, là on rentre dans un truc encore plus global, mais c'est le côté aussi du privilège que nous on a de pouvoir être expat quelque part. Et pareil, ça aussi c'est une problématique que je rencontre dans mes accompagnements, c'est le côté, alors je suis très contente d'être là, mais je me sens mal parce que je suis dans un pays qui est pauvre et je vois que les personnes, elles galèrent alors que moi, je suis là, entre guillemets, à vivre ma meilleure vie, à faire plein d'activités, etc. Et je me sens coupable, même si je suis quand même contente d'être là. Et ça aussi, tu sens justement des personnes qui ont des gros coups de moins bien parce qu'elles se sentent privilégiées par rapport aux personnes des pays où elles vivent. Ouais, clairement. Surtout quand on voyage par exemple en Asie du Sud-Est, même là j'avais eu des personnes, je crois que c'était au Mexique, qui avaient eu ça aussi. Justement ce côté qui me disait ça me dérange beaucoup d'avoir ce côté-là, de me rendre compte que je suis en train de payer pas cher alors que je pourrais normalement, j'habite dans un pays qui est beaucoup plus riche, etc. Et là je vis ma meilleure vie alors que eux, en fait, ils n'ont pas les mêmes moyens, donc ils ne peuvent pas vivre la même chose que moi. C'est intéressant. Et du coup, tu te mets à culpabiliser. C'est ça. Alors que non, toi, tu y es pour rien. Et puis surtout, ce qu'il faut aussi penser, c'est que en fait, tu contribues à leur économie. C'est ça. Donc d'une certaine façon, tu les aides aussi. C'est ça. Et c'est exactement ce que je dis à mes patients quand ils amènent ça. C'est ce côté alors c'est super important et c'est super intéressant de pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent déjà. Ah oui. C'est une très bonne chose quand ils le disent. Parce que c'est lourd à porter, sinon. Ouais. Mais aussi, c'est de justement se rappeler que, en fait, tu participes à l'économie du pays. Et du coup, par contre, je leur conseille aussi de faire attention, par exemple, aux endroits, aux restaurants où ils vont, ou où est-ce qu'ils vont acheter leurs produits, etc. Si vraiment c'est un truc qui les fait se sentir coupables et mal, c'est du coup de faire attention à pas du coup donner de l'argent à des expats qui sont là, mais à des personnes locales. Ah, c'est hyper intéressant ça. Ouais, oui, parce que tu fais vraiment vivre ceux qui en ont besoin. Tu vas faire tes courses dans la supérette du coin qui est tenue par une famille, plutôt que le grand supermarché où clairement il n'a pas besoin de ton argent. Exactement. Moi, par exemple, là, au Guatemala, la petite maison que je loue, elle appartient à un Guatémaltèque. Quand je vais, j'adore le café. Du coup, quand je vais parfois bosser dans un café, etc., c'est que des cafés qui sont tenus par des familles guatémaltèques, etc. J'ai de la chance de pouvoir avoir un marché juste à côté de chez moi. Donc, c'est directement les locaux, etc. Ah, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que ça, tu vois, moi, je l'avais jamais pris en considération, cette pensée-là, mais je comprends que ça puisse être difficile à vivre. De te dire moi j'arrive, et puis on a un peu aussi ce côté culpabilisant. Je trouve qu'on entend beaucoup ces derniers temps sur les réseaux sociaux, voyager c'est un problème de riches, de blancs, et que du coup tu arrives et tu dis mince, est-ce que je suis pas perçue comme un colon ? Ouais. Est-ce que j'ai pas, tu vois, cette image-là, et c'est hyper culpabilisant, et je pense que ça peut être, selon où tu te trouves, effectivement très difficile à vivre. Clairement, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, c'est vrai. Et je pense que justement c'est là où tes actions dans le pays où tu te trouves sont importantes.
Parce que c'est un fait, il y a des personnes qui vont dans un pays qui s'en fichent totalement, qui font même pas attention à la culture, qui sont totalement irrespectueux, qui sont vraiment, qui agissent comme des colons, alors que ça me paraît improbable, mais c'est le cas. Oui, Et après, t'as du coup d'autres personnes qui font attention à la culture, qui font attention à comment ils parlent avec les autres, etc. Et je pense que là-dessus, c'est important de faire attention à ton comportement et à tes actes. Normal quand tu vas dans un pays, tout comme quand tu rencontres une personne de manière générale, etc. c'est hyper intéressant. Et j'ai envie de revenir aussi sur ce que tu dis, le fait d'en parler, c'est hyper courageux. Alors c'est génial effectivement si tu as l'opportunité d'en parler à une professionnelle comme toi, mais si tu n'as pas cette opportunité, quelles qu'en soient les raisons, ne serait-ce qu'en parler à des personnes autour de toi, déjà ça aide énormément en fait. Je suis tout à fait d'accord. Et vraiment, c'est important en fait. Et ça, du coup, on en revient un peu avec quand on parlait des émotions, etc. Mais toute pensée qu'on a, peu importe si c'est chargé de culpabilité, de tristesse, de colère, de dégoût, de joie. Parce que oui, la joie, on l'exprime, c'est super simple. Mais tout le reste facile, aussi, ouais. toutes les émotions qui peuvent être un peu plus dures, c'est important de faire sortir. Parce que sinon, en fait, ça te bloque, ça te pèse. Et c'est aussi comme ça que parfois, on a des maux de ventre ou des tensions dans les épaules, etc. Parce qu'on garde trop en nous. Ouais. Et c'est là où vraiment tu vas aller pas bien parce que tu t'es pas autorisé ton petit coup de moins bien quelques semaines avant. Et ton corps, il va te rappeler C'est à ça. l'ordre en fait. Si tu le fais pas sortir à un Exactement. moment donné, ça va sortir de force. Hein. Et c'est pour ça que je comprends aussi que commencer un accompagnement, avoir une thérapie, Ouais. c'est super courageux de le faire parce que c'est vrai que tu vas passer par des moments où tu te sens pas bien parce que tu es en train de parler de choses dures, etc. Mais c'est ce dont tu as besoin pour plus tard. Je pense que souvent, on va penser sur du court terme. On va se dire, non mais je vais pas ressentir cette émotion-là, comme ça, dans 5 minutes, c'est bon, je vais aller bien. Et on oublie que sur le long terme, ça va juste rester en nous et ça va nous revenir dans la tête après en encore plus fort. C'est ça finalement aussi, il faut penser à nous comme un investissement en fait. Là, si on se donne, je sais pas, même 10 minutes pour pleurer, c'est ce qui va nous permettre après sur le long terme de nous sentir mieux en fait. Tellement. Parce qu'on aura déjà fait sortir un peu. Et je sais pas alors toi ce que tu penses par rapport à ça, mais je sais que moi je suis très sensible au côté les mots du corps, les mots Ouais. MOT, enfin MOTS, au pluriel. Mais que en fait, il y a un moment, ça va peut-être pas sortir de façon psychologique, mais peut-être que tu vas te tordre une cheville, peut-être que tu vas te déplacer le coccyx, peut-être que tu vas te choper une crève où tu peux pas sortir du lit. Et en fait, ça va revenir, ton corps, il va te le faire payer. Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord. Et ça arrive justement le côté tomber malade, ça arrive tellement souvent. Il y a tellement, même j'en parle parfois avec des amis où on se dit mais c'est fou, je bosse beaucoup et pile mon premier jour de vacances, je tombe malade, c'est abusé. Mais en fait c'est normal, c'est parce que justement ton corps relâche. Et donc ouais, fou, il y a tout qui sort et du coup oui tu te chopes la grippe et t'es obligé de rester au lit quoi. Tu vois, ça me fait penser à moi quand j'étais au lycée. Je faisais énormément de roller. Et il faut savoir que, je crois, toutes mes années de lycée, je faisais une chute par an. Mais une chute, je me faisais vraiment mal. C'était le premier jour de mes vacances, des vacances d'été. Tu sais, le truc de 2 mois, là. Ah, c'est fou. Et chaque année. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là, sur la fin... Non, je crois que je l'ai même compris après, quand j'étais dans mon école de journalisme, après le lycée, où ça m'est réarrivé et j'ai fait, mais en fait, c'est que je lâchais toute la pression de l'année. Bah ouais. J'ai tellement accumulé que le moment où c'est fini, pouf, le corps, il fait reset, il a besoin de laisser tout sortir. Ouais, bah justement, il y a... Par rapport à ça, j'ai une personne que j'ai eue récemment qui me disait, en fait, je comprends pas, parce que là, je viens d'arriver dans un nouveau pays. J'ai lu que normalement, on est censé avoir une phase d'excitation de lune de miel. Et moi, je suis arrivée, j'ai commencé à pleurer, je me sens pas bien, etc. Et je comprends pas pourquoi. Et du coup, quand on en parle, etc., et qu'on a parlé de sa préparation, juste avant son voyage,
elle avait un emploi du temps, mais énorme. Automatiquement, dire au revoir aux gens, etc., parce que c'est une préparation d'un an avant de partir, de bouger à droite à gauche, le stress des papiers, d'avoir le visa, etc., etc. Donc, effectivement, elle est arrivée dans ce pays-là, et comme c'était un moment où, comme elle vient d'arriver, elle n'a pas encore de boulot, etc., tout est sorti. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Mais je pense que tu peux aussi avoir le côté, j'en ai discuté avec certaines personnes, où en fait c'est le moment où tu trouves un endroit où tu te sens en sécurité, où tu te sens bien, où tu te sens comme à la maison. Ouais. Tu vois, je réutilise ce que je disais, mais le côté où tu es sur le qui-vive en permanence, en fait là tu te sens en sécurité, donc tu peux le laisser tomber, ce costume-là, et tu l'enlèves. Et du coup, moi ça m'est arrivé en Inde quelques fois, et il y a une fois par exemple quand je suis arrivée à Pushkar, j'ai passé 24 heures à dormir. C'est le type de l'auberge de jeunesse qui est venu me réveiller pour me nourrir parce qu'il s'inquiétait. Il me dit allez, on va marcher un petit peu, on va aller voir le coucher du soleil. C'était à 200 mètres sur le lac, ça va te faire du bien. Et après il m'a préparé à manger, mais derrière j'ai redormi jusqu'au lendemain, quoi. Mais parce que lui il s'inquiétait, donc il est venu me réveiller pour être sûr que j'aille bien. Il voulait pas avoir une mort sur la conscience, probablement. Dans son hôtel, ouais. Tout simplement, il était gentil, hein. Mais effectivement, c'est le moment où tu sais, tu te sens en sécurité, tu relâches, quoi. Et encore une fois, c'est normal, c'est OK. Exactement. Et c'est génial justement que tu te... Bon, après, je pense que tu étais tellement fatigué que là, il n'y avait même pas de... Je vais essayer de faire quelque chose. Mais c'est important justement de se laisser ça et de dormir. Si tu as besoin de dormir 24 heures, tu dors 24 heures. Parce qu'il y a un moment, ton corps, il sait en fait. Très souvent, on l'oublie, mais notre corps, il sait ce dont on a besoin. On l'écoute pas, mais lui, il sait. Il peut... Et c'est pour ça qu'il nous dit, on se foule une cheville, on se prend des maux de tête, etc. Ouais. Pour qu'on se pose, enfin. Et oui, parce que t'as pas compris les 12 milliards de signes que je t'ai envoyés avant. C'est ça. Donc il y a un moment, je vais y aller un peu plus violemment, là, pour que tu le comprennes, le message. T'as besoin de te poser. Tes larmes, là, il y a 2 semaines, c'était pas pour rien. C'est ça, exactement. Non, mais c'est sûr. D'où le côté de se reposer. Et aussi, c'est important, parfois, se reposer. Autant je suis d'accord que parfois ça fait du bien aussi de juste se poser, avoir une série Netflix, etc. Mais parfois, quand on est à un point de fatigue super important, il faut vraiment juste dormir ou faire une activité qui demande vraiment pas beaucoup d'activité cérébrale, quoi. Ouais. Parce que même parfois, regarder une série, c'est du coup avoir des gens qui parlent, avoir de l'action, etc. Et ça peut, quand on a un état de fatigue trop important, aggraver le truc encore. Ouais. Quand t'as la dingue, par exemple, t'es pas en état. Tu peux pas. Ah ouais. Tu peux pas. Oui. Juste, c'est pas possible. Bah ouais, non mais c'est clair. Et c'est important, parce que je sais que certaines personnes peuvent se dire non, mais là du coup, je vais quand même pas dormir alors qu'il est 19h. Bah si. Donc, si ton corps il te dit que t'es trop fatigué, que tu sens que tes yeux sont en train de se fermer, mais que t'essaies quand même de te dire non, mais je vais d'abord regarder un truc, etc. Parfois, faut juste s'écouter, en fait. Et puis si ça peut te consoler, si c'est 19h là où t'es, regarde sur n'importe quel fuseau horaire, t'en as probablement un où t'es à minuit. Ouais, c'est ça. Exactement. Tout est une question de placement. Ouais, puis je pense qu'il faut, en fait, et je le dis ça en rigolant, mais en fait, au final, c'est trouver une façon de se déculpabiliser. Parce que comme tu disais, il y a beaucoup là-dedans où c'est la culpabilité. Non, mais c'est clair. Et c'est dur, la culpabilité, encore une fois. Hein. C'est aussi simple de dire faut qu'on parle dessus et après ça va aller. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que déjà, reconnaître qu'on se sente coupable, accepter que, ok, je me sens coupable, d'accord. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que je me sens coupable. On va le faire sortir, l'écrire, en parler. Rien que ça peut faire du bien. Mais là, c'est vraiment la psy qui parle. Hein. Ouais. Très clairement. Parce qu'au quotidien, déjà, ne serait-ce que te rendre compte que c'est ta culpabilité qui parle, waouh. Déjà, ça, c'est une étape. Je crois qu'on est dans une société où on nous apprend à pas en avoir conscience, en fait. Mm-hmm. Non, mais je suis d'accord. Ça passe dans le côté de... tu sais, quand on parlait d'intellectualisation, etc., c'est vraiment juste... non, c'est juste que tu dois... t'as peut-être pas assez travaillé, ou alors c'est parce qu'il faut que tu te mettes plus en mouvement. Il y a aussi ce côté-là de... T'as un moment où tu te sens pas trop bien, mais il faut que tu te mettes en mouvement, du coup. Il y a un truc à faire comme ça. Toujours passer à l'action, faire un truc, etc. Alors que parfois, c'est juste...
Enfin, tu te poses dans un canapé et t'attends. Bah oui. Et ça ira très bien. Mais ça aussi, le travail, c'est un sujet... on dit, ouais, mais tu vas peut-être penser à travailler, rentrer pour travailler. C'est un sujet qui est hyper culpabilisant aussi et je pense qu'il peut être lourd à supporter et difficile en fait. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on connaît un schéma où, en fait, tu dois travailler. Tu es un adulte, tu travailles. C'est comme ça que ça marche, là. Non, mais c'est clair. Et il y a aussi le nombre d'heures de travail. Ce côté de oui. si t'as pas un 35 heures ou un truc comme ça, bah du coup, est-ce que c'est pas du vrai travail? Ou alors il faut que tu aies un autre job pour compléter ce côté-là. Et c'est vrai que ça met beaucoup de culpabilité, ça demande beaucoup d'énergie. Oui. C'est dur aussi. C'est aussi pour ça que certaines personnes ont du mal à rentrer, C'est vrai. pour pas se confronter à ça. C'est vrai parce que ça te fait rentrer dans un moule. Bah c'est ça. Là, tu vois, ça soulève autre chose que tu dis. Parce qu'en fait, quand tu es dans ton pays, tu as un peu l'impression de devoir être dans un moule, tu sais, qu'on a fait pour toi. Qu'au moins, quand tu voyages, tu fais ce que tu veux. Tu as la liberté de pouvoir créer ton moule, j'ai envie de dire. Mhm. Moi, je trouve que parfois, genre, on en avait parlé à un moment, il y a ce côté de... Ça arrive souvent qu'on va dire, tu voyages parce que tu fuis. Et je trouve que, en fait, il y a aussi un côté où parfois c'est important de se sortir, justement, du moule où on est. Et parfois, justement, moi je trouve que le voyage c'est génial pour ça, parce que ça te sort de tes habitudes, de manière de penser et de comportement que tu as toujours eu depuis l'enfance. Et le fait de pouvoir se détacher de ça, tu peux avoir une vision un peu plus objective, en fait. Ouais. Te rendre compte de plus de choses, voir ce qui compte pour toi, faire attention plus à tes besoins quand t'es toi, et pas toi et la société. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et en Inde, c'est une conversation que j'ai eue plusieurs fois et une des réalisations que j'ai faites, on en discutait avec une copine que j'ai rencontrée dans une auberge de jeunesse, une autre française, et elle disait, mais en fait, j'adore l'Inde et c'est un pays où je me sens complètement libre parce qu'en fait, c'est un pays où tu as quand même des attentes vis-à-vis de la société qui sont colossales, notamment des femmes, parce qu'on ne va pas se mentir, en Inde, une femme, elle est là pour se marier et faire des gamins. Soyons clairs, nets, précis. Mais par contre, à partir du moment où tu es une voyageuse, il n'y a aucune attente. Tu es un peu comme une espèce de chose mystérieuse, tu vas les attirer. Et elle disait, mais je me sens tellement bien parce que du coup, personne ne me met la pression. Je fais ce que je veux. Je suis la bienvenue de partout. Et je me sens complètement libre. Et elle disait, c'est quelque chose que j'ai ressenti nulle part ailleurs, en fait. C'est clair. Je pense qu'il y a un peu ce côté aussi, personne me connaît. Oui. Donc techniquement, je peux être n'importe qui. Moi, je sais que ça me parle énormément et c'est quelque chose qui me plaît. C'est que, en fait, ok, j'arrive dans un endroit nouveau. En fait, je me présente comme j'en ai envie. Je dis ce que je veux à la personne. Je suis qui je veux, qui j'ai envie d'être à ce moment-là. Et c'est moi. C'est ça. Parce que c'est celle que j'ai décidé d'être à ce moment précis. Et moi, ça, je sais que c'est une des choses que j'aime en voyage et qui me fait tellement de bien. Je trouve que c'est ce côté un peu d'empowerment. Ah, c'est vrai. Ce côté de, ok, c'est moi qui décide de comment je me présente. C'est pas basé sur un truc que quelqu'un a vu ou qu'un ami d'un ami a dit sur... Là, c'est vraiment juste toi qui te présente du coup devant les autres, basé sur toi, comment tu te sens sur le moment, sur tes besoins, etc. C'est très vrai. J'aime bien cette idée d'empowerment en plus parce que je suis profondément convaincue que le voyage, et notamment le voyage en solo, c'est complètement ça. C'est un moyen du coup sans puissancer si on le dit à la française, mais c'est exactement ça parce que j'allais dire de s'empowermenter, ça marche pas. Mais c'est très vrai et j'aime beaucoup cette réflexion. Ça me fait cogiter maintenant. Je trouve que c'est pour ça aussi que je trouve y a beaucoup de femmes qui parfois peuvent avoir peur de voyager en solo. Et je trouve que justement, en tant que femme, partir voyager en solo, ça peut être génial pour ce côté d'empowerment. Se rendre compte qu'en fait, on est capable
on peut réussir. Et aussi, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément étranger égale danger dans les pays où on va. C'est pas parce qu'un pays est pauvre que ce sera plus dangereux que certains endroits de Paris la nuit, par exemple. Surtout Paris. Ouais, surtout Paris. Mais et merci de dire ça parce que tu vois, une des raisons d'être de ce podcast, c'est justement c'est montrer que toi aussi qui nous écoutes là, t'en es capable. Toi aussi tu peux partir. Toi aussi tu peux le faire. Tu peux partir seul si c'est ce que tu veux. Tu peux partir à l'autre bout du monde. Tu peux partir pour toujours. Tu peux devenir digital nomade. Toi aussi t'en es capable quoi. Et c'est une des raisons d'être de ce podcast. Et comme on disait tout à l'heure, si t'as peur, c'est ok. Au contraire, c'est une bonne chose et ça devrait pas te bloquer. Yes. C'est que tu sortes ta zone de confort. Moi, j'ai une phrase qui m'est venue quand je voyageais en Inde. C'est le bonheur est de l'autre côté de la peur. Ah, c'est une bonne phrase. Parce qu'en fait, si tu as peur, c'est que tu sortes ta zone de confort. Mais derrière, quand tu t'amuses à regarder le schéma des différentes zones, après la zone de confort, tu vas atteindre la zone de magie. Donc, va l'atteindre en fait. Mais c'est clairement ça. Et je trouve que c'est pour ça que le voyage solo, c'est super important. Ça aide pour tout ce qui est confiance en soi, développer ses capacités d'adaptation, se rendre compte de quoi on est capable malgré ce qu'on peut penser. Complètement. Se débrouiller de manière générale. Complètement. Et puis au pire, important. parce qu'on en revient au sujet de base, tu vois, si à un moment donné dans ton voyage solo, tu t'en sens plus capable et tu trouves que c'est trop, tu peux te rapprocher de gens, tu peux te rapprocher d'un guide ou autre, et c'est complètement ok en fait. Il y a des façons de pouvoir le vivre. Et aussi, ouais. Je pense qu'un côté important, c'est aussi le côté de... Si tu voyages en solo, et à un moment, en fait, tu te rends compte que t'es beaucoup trop nostalgique, tu as vraiment envie de rentrer chez toi, c'est ok de rentrer chez soi. Oui. Si tu te rends compte que... Parce que c'est un fait, le voyage solo, c'est pas forcément pour tout le monde. Clairement. Même voyager sur le long terme, c'est pas forcément pour tout le monde. Et ça devrait pas être vu comme un échec. C'est ça que je trouve dommage aussi, c'est les personnes qui parfois vont se lancer et vont se dire voilà, en fait, j'ai raté, entre guillemets, mon voyage autour du monde parce que je suis rentrée 6 mois plus tôt. Et c'est tellement dommage parce que ça annihile tout le courage que ça a pris de se lancer, de partir, d'aller dans un autre pays, etc. Et sans parler du courage de se dire, ok, là je suis pas bien, ça me convient pas, je change cette situation. Ouais, parce que ça aussi, clairement. c'est du courage. Hein. C'est plus facile de continuer en étant triste, malheureux, énervé, que de prendre la décision d'arrêter parce que on t'a dit, ouais, t'es parti 1 an autour du monde, tu fais ton année autour du monde en fait. C'est ça. Et ce serait dommage de s'obliger alors qu'en fait ça nous plaît pas. C'est important en fait de se dire, voilà, c'était pas fait pour moi. Il y a toujours quelque chose à apprendre finalement. Bon, bien sûr, sur le moment, c'est dur à trouver, qu'on soit d'accord. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre d'une expérience. Clairement. Mais oui, ça peut venir pas mal de temps après. Un beau jour, tu te réveilles, tu dis « Ah, c'était pour ça !» Exactement. Ou en parlant avec d'autres personnes, te rendre compte « Ah, mais en fait, c'était pas... Ok, j'ai pas fait ça pour rien. » C'est ça. Ah, je comprends pourquoi je suis revenue. Tu as rencontré, je sais pas, un conjoint, une conjointe, tu as trouvé un travail qui t'épanouit, que tu n'aurais jamais eu si tu avais continué ton voyage. Il peut y avoir tellement de choses. Ouais, ça t'a quand même ouvert l'esprit sur certaines choses. Ça peut toujours aider, quoi. Dans tous les cas, c'est une expérience. Puis surtout, d'avoir eu la force de s'écouter et d'arrêter au moment où ça allait pas. Ça, c'est tellement pas reconnu aujourd'hui dans notre société. Malheureusement, ouais. Je suis d'accord. Et c'est dommage. Oui. Mais je trouve que c'est le côté que je trouve bien, c'est que ça se démocratise de plus en plus. Ce côté de on peut aller mal. Justement, je trouve que entre guillemets, grâce au Covid, le côté de santé mentale, ça a été un petit peu plus mis en avant. Ah, clairement. Se rendre compte que, y a des situations où ça peut être déprimant, ça peut être stressant, ça peut être difficile. Et on est humain, donc on va devoir passer par ça, et c'est possible de les surmonter, mais c'est aussi ok de demander de l'aide quand on en a besoin. Clairement. Et c'est pas facile de demander de l'aide. Et ça, je trouve que c'est encore... ce serait bien que ce soit encore plus mis de l'avant, même si on commence à en parler. Et en tant que Français,
On a la chance d'avoir, tu vois, ils ont mis en place 15 séances, non, c'est 12 séances avec le psy, remboursées complètement par la Sécu. Et tu vois, ça, c'est un bon mouvement, mais il faudrait qu'on en parle encore plus pour que les gens se rendent compte que c'est OK, en fait, de demander de l'aide. C'est pas être faible. Totalement. Au contraire, bien au contraire. C'est sûr. Je pense que c'est encore un peu difficile parce que c'est vrai que les générations d'avant, parler de ses émotions, ça n'existait pas, quoi. Ouais. Décider d'arrêter un travail parce qu'on ne se sent pas bien dedans, c'est ça paraissait inenvisageable. Impossible. Ouais. Voilà. Alors que maintenant, heureusement, de plus en plus, on commence à se rendre compte qu'en fait, il vaut mieux arrêter un travail où on se sent pas bien. Clairement. Comme une relation, comme un voyage, comme tout. Si t'es pas bien dedans, alors prends quand même le temps effectivement de te demander est-ce que c'est une phase, que t'as un petit coup de moins bien, ou est-ce que vraiment c'est cette relation, ce travail, ce voyage qui te correspond pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et c'est super important. Ça revient avec le fait, encore une fois, de s'écouter, de prendre le temps aussi. Et de s'autoriser les coups de mou. Et de s'autoriser les coups de mou. Avant que... Bah oui, parce qu'en fait, je reviens à ça, parce que si tu te les autorises, si tu es OK avec le fait de pas aller bien, bah t'accumules pas. Et t'en arrives pas au point où tu pètes et tu largues ton copain, tu démissionnes pour aller à l'autre bout du monde, en fait. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est le genre de choses qu'on retrouve aussi souvent. Ouais. Très clairement. Non, mais c'est clair. Et en plus de ça, parfois ça peut... Je pense que ça, c'est un autre côté du voyage aussi qui peut être un peu compliqué. C'est le côté des attentes. On peut avoir beaucoup d'attentes. Et si, quand on arrive, nos attentes ne sont pas respectées, entre guillemets, ben, ça peut être très déprimant. On va pouvoir se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce que c'est ma faute Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais dû changer Est-ce que j'aurais jamais dû faire ça Et avoir, encore une fois, de la culpabilité qui peut venir. C'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on a souvent des attentes trop élevées. Et tu vois, ça, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je planifie rien de mes voyages. Je planifie rien, je veux garder la surprise. Je regarde en amont les choses importantes. S'il y a besoin de visa, tu vois, ce genre de choses. Je me réserve ma première nuit parce que souvent, quand tu arrives à l'avion, on ne te laisse pas passer si tu n'as pas un hébergement la première nuit. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Le fait de ne pas planifier, tu vois, avant, bah, j'ai pas d'attente, donc je suis pas déçue. Et ça aide quand même. Ah bah on est d'accord. Parce que c'est vrai que quand on a plus on a des attentes hautes, plus si c'est pas le cas, bah, ça va être à notre détriment mental. C'est ça, et puis en plus du coup bah, tu laisses toute la place à l'émerveillement. Ouais, c'est vrai. Parce que si tu dis, enfin je sais pas, je vais aller visiter la Grande Muraille de Chine. T'as regardé sur internet des milliards de vidéos, de photos et t'arrives et tu te fais ah mais c'est ça. La déception, le choc. Tu sais que j'avais vu un reportage par rapport à ça. Les Japonais idéalisent Paris. Oui. Et ils ont créé du coup des centres pour les personnes qui reviennent de voyage à Paris parce qu'ils ont tellement idéalisé qu'en fait ils tombent en dépression. Bah oui, non mais je crois que ça s'appelle... Il me semble que ça s'appelle Désolée mon chien. Non, moi je connais ça. Je crois que ça s'appelle le syndrome de Paris. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Où oui. justement, comme il y a... Et là, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est aussi tout le côté, les émissions du type Emily in Paris, ce genre de choses, qui du coup prônent une image de Paris qui n'est pas forcément réelle. Non, Paris, c'est pas... Oui, l'architecture est belle, oui. La bouffe est bonne, oui. Mais t'as les Parisiens... Et je suis désolée, mais c'est pas une ville où tu te sens en sécurité. Le métro, t'as un stress comme c'est pas permis. Et ça, on n'en parle pas assez. Non, clairement. Donc, je comprends qu'il y ait les pauvres Japonais qui ont économisé toute leur vie parce qu'ils rêvent de voir ça. Ils tombent en dépression une fois qu'ils se sont retrouvés dans un Airbnb dans le 9-3. Non, c'est clair. Alors apparemment, j'avais lu un truc comme ça où justement, il y a aussi le côté des Parisiens qui vont à Tokyo. Ah ouais? Ouais. Justement d'avoir une certaine vision du Japon et de Tokyo et d'avoir un choc en fait trop important quand ils arrivent là-bas et du coup d'être déprimés, etc. Ah, j'avais jamais entendu parler, mais ça me surprend pas non plus. En fait, c'est ce qu'on disait. À partir du moment où tu as trop d'attentes, bah,
t'as quand même des grandes chances d'être déçu. Non, mais c'est ça. D'où le truc de faire attention parfois. Ouais. Et de juste laisser la place pour l'imprévu et pour Oui. ton imagination. Je pense que c'est super important, ce côté laisser de la place pour l'imprévu. Et encore une fois, ça fait peur, mais parfois c'est les meilleures choses qui peuvent arriver quand tu sais pas, tu contrôles pas et tu sais pas ce qui va se passer. Mais justement, t'as une petite anecdote comme ça, ou un truc imprévu, ou un peu, tu t'es dit sur le coup, ouais, c'est pas, je sais pas, t'avais prévu une visite, elle s'est pas passée comme tu l'espérais, et au final, t'en gardes un bon souvenir. Ouais, je te prends un peu au dépourvu là. Ouais, je suis en train de voir, parce que j'ai plein de petits... moi j'aime bien juste, tu sais, flâner dans dans les villes. Et du coup, ça m'est arrivé tellement de fois de juste me dire, bon, oh, ok, si j'ai un imprévu. T'en as une. Au final, c'était une bonne expérience parce que du coup, j'ai pu rencontrer des gens sympas. Mais c'est tout simple. Justement, là, pour revenir au Guatemala, j'avais un avion à Paris-Charles de Gaulle et il se trouve qu'il a été annulé au dernier moment. Sympa. Ce qui veut dire que, oui, alors que je m'étais réveillée à 4h du matin pour l'organisation de... Voilà, qu'ils nous ont trouvé un hôtel, la compagnie nous a trouvé un hôtel, mais ils nous ont lâchés dans l'aéroport, on n'arrivait pas à la retrouver, c'était vraiment horrible, on s'est trimballé avec les trucs pendant des heures jusqu'à ce qu'on trouve ce fameux campanile, etc. J'en pouvais plus, ça m'a saoulée, mais grâce à ça, j'ai rencontré du coup des personnes, des Français, qui sont super intéressants, et même du coup des contacts pour après, pour un potentiel travail avec eux, etc. Et ça, c'est pas forcément, c'était un gros imprévu, mais qui Clairement. apportait quelque chose de super sympa. Mais oui, ça c'est une des magies du voyage en fait. Ouais, clairement, clairement. Et c'est aussi pour ça que j'aime le voyage, c'est le côté qu'est-ce qui peut se passer je me rappelle aussi par exemple au Pérou, on est parti avec mon frère, on s'est dit ouais on va juste se balader et après rentrer. On était à Cusco et on est arrivé sur une place et il y a un mec qui est venu nous dire vous voulez pas visiter cet endroit-là et on fait une balade à cheval? Et on s'est dit bah ouais carrément. Et du coup on a fait ça. On a rencontré des locaux super sympas qui nous ont invités du coup après à manger avec eux, etc. Donc c'était vraiment trop cool. Ça c'est la magie du voyage. Tu te laisses porter et là il t'arrive que si tu planifies tout, tu peux pas vivre ça. Ouais. Parce que tu aurais peut-être dit bah non, là faut que je prenne mon bus. Ouais c'est clair, c'est clair. C'est important, je trouve, d'avoir justement de se donner des moments de juste de flânerie, de bah on va voir s'il y a quelque chose qui se présente, de rencontres aussi. Moi, il y a plein de fois où en fait, je suis un peu comme toi. Généralement, moi, je prends juste la première nuit et en fait après, je discute avec les personnes dans l'auberge de jeunesse pour voir où est-ce qu'ils sont allés, s'ils ont des trucs sympas à voir, etc. Et pour le jour d'après, je me base sur ce que j'ai entendu. J'aime bien faire ça aussi. Je trouve que c'est le plus sympa. Après, chacun ses manières de voyager. Hein. C'est ça, mais moi aussi, soit dans les auberges de jeunesse, les voyageurs, soit discuter avec des locaux et leur dire ok, toi t'aimes bien aller où? Ouais, c'est clair, parce que c'est sûr que ce seront eux qui connaîtront les meilleures adresses. Oui, puis tu vas te retrouver dans des patelins que jamais t'aurais imaginé, jamais t'avais entendu parler, tu sais même pas que ça existait. Et tu fais des belles rencontres et des belles aventures. Yes, le voyage c'est vraiment génial et je pourrais que le recommander. De le Clairement. faire, d'essayer. Clairement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est toutes les deux en train de voyager. C'est ça. Qu'on est chacune... Oh, on n'est pas très loin pour le coup quand même. Guatemala, Oui, Martinique, là on n'est pas très très loin. C'est vrai. On aurait pu faire un plus grand écart. C'est clair, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment hyper intéressant comme échange. Important. C'est important de comprendre qu'on a le droit de pas aller bien quand on voyage, que c'est ok de se faire aider. Tu veux bien me donner les informations si les personnes elles ont envie de retrouver ton travail, ton compte, et puis si peut-être elles cherchent justement une psy qui comprenne le voyage. Totalement. Moi du coup j'ai une page Instagram qui s'appelle Odyssée Psy. Ouais. Où en plus je poste assez souvent, etc. sur les thématiques du voyage, je donne des conseils, j'explique aussi certaines choses de la psychologie liée au voyage, etc. Et ce que je propose aussi, et on peut trouver pareil sur ma page Instagram,
c'est de faire des petits appels découvertes. Parce que je sais que parfois, justement, on sait pas trop. C'est aussi important de pouvoir rencontrer la personne, voir si le feeling passe aussi. C'est tout un truc. Et du coup, je propose des petits appels découvertes de 20 minutes qui sont gratuits pour voir si je peux aider la personne et comment. Et après, on voit ensemble si on continue un suivi ou pas. Super. Eh ben, je mettrai les liens en description pour les personnes que ça Nickel. intéresse. Et est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Globalement, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, je pense que ce qui est important à retenir, c'est que c'est ok de ressentir n'importe quelle émotion qu'on ressent en voyage. C'est super important de prendre du temps pour soi, parce que c'est prendre soin de soi, et surtout de communiquer, que ce soit avec d'autres expats et même avec ses proches. Yes. Et c'est ok de pas aller bien. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi, du coup, ça m'a fait aussi très plaisir. Et à une prochaine. Yes. Merci à toi d'avoir suivi cette riche conversation. Si comme moi tu trouves qu'elle devrait être mise dans les oreilles de tout le monde, partage-la autour de toi. Envoie directement l'épisode à quelqu'un ou partage sur tes réseaux sociaux. Et si tu le fais, pense à nous taguer @chronique avec un s.2.voyage et Odyssée Psy, ODYSSEEPSY. Merci à toi et à dans 2 semaines pour un épisode solo.